La série Knights of the Seven Kingdoms s'intéresse à la chevalerie à Westeros. C'est l'occasion pour moi de vous présenter cet univers très codifié. Qui sont les chevaliers de Westeros et comment fait-on pour en devenir un? Ont-ils un code d'honneur à respecter? D'où vient cette tradition martiale? Et quels sont les différents types de chevaliers dans l'univers du Trône de Fer? Si tu te poses ce genre de questions, t'es au bon endroit, parce que j'ai toutes les réponses dans cette vidéo lore et légende dans l'univers de Game of Thrones. Tout d'abord, c'est quoi concrètement un chevalier? Alors être chevalier à Westeros, c'est être dépositaire d'un titre et appartenir à une culture qui récompense les actes de bravoure. C'est donc une fonction guerrière en tant que telle, qui permet de mettre en avant les valeureux combattants juchés sur leur destrier, qui se lancent au combat au galop, armés de leur lance, de leur épée ou de leur hache. On peut être chevalier sans nécessairement être noble, car n'importe quel chevalier peut en adouber un autre. Devenir chevalier donne droit à un titre, celui de sœur, mais aussi à un nom, ainsi qu'à des armoiries qui permettent de reconnaître un chevalier d'un autre, peu importe si les deux sont cachés derrière une lourde armure. Notez par contre que le titre de sœur ne se transmet pas d'un père à son fils, contrairement à un titre de noblesse qui, lui, est héréditaire. Un chevalier ne transmet donc pas son titre de sœur à son fils, en revanche, il lui transmettra son nom et ses armoiries. Charge ensuite à son fils, durant sa vie, de se montrer digne d'être adoubé et de devenir lui-même chevalier. Les chevaliers sont reconnaissables à leurs chevaux, mais aussi à leurs armures et leur bouclier qui est souvent utilisé pour montrer leurs armoiries. Les chevaliers les plus fortunés, ceux appartenant à de grandes maisons, peuvent aussi avoir des armures faites sur mesure avec des ornements spécifiques rappelant leur lignée. On le voit bien sûr dans House of the Dragon avec le casque de Daemon Targaryen en forme de dragon. Les autres chevaliers, plus modestes, ne s'embarrassent pas de ce genre de décoration, préférant des armures plus simples mais tout aussi solides. C'est le cas par exemple de Criston Cole dans le combat qui ouvre de la saison 1 de House of the Dragon. Les chevaliers sont également accompagnés d'un écuyer, souvent un jeune garçon dont ils ont la charge de leur formation chevaleresque en échange de leur service. Socialement parlant, comme je vous le disais, on peut tout à fait être chevalier sans être noble, c'est-à-dire qu'un roturier peut être chevalier sans pour autant devenir noble. On verra tout à l'heure ce qui différencie les nombreux types de chevaliers, pour autant, les chevaliers agissent comme un trait d'union entre le peuple et la noblesse. Ok, mais d'où viennent les chevaliers et d'où vient la chevalerie spécifiquement? À Westeros, il est accepté que la culture de la chevalerie a largement été importée sur le continent avec la venue des Andals, entre 3700 et 1700 ans avant la conquête d'Aegon. Les Andals sont un peuple originaire du nord d'Essos qui ont massivement migré vers Westeros et ont petit à petit conquis l'intégralité du continent, jusqu'alors peuplé des premiers hommes et des enfants de la forêt. L'arrivée des Andals marque un profond changement dans les us et les coutumes des habitants de Westeros, à qui ils imposent leur propre foi, la religion des Sept, depuis majoritaire à Westeros. Et cette tradition guerrière qu'est la chevalerie dont les comportements sont intimement liés à cette foi. Notez que dans les endroits où la religion des Sept est moins dominante, la chevalerie est également moins présente. C'est le cas notamment du Nord, où les anciens dieux sont encore majoritairement vénérés, tout comme les îles de Fer, où l'on prie le dieu noyé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exemple de chevaliers originaires de ces contrées, juste qu'il y en a moins en termes de nombre. Ok, ça c'est pour l'histoire officielle des débuts de la chevalerie à Westeros, mais il y a aussi une légende qui veut que le premier chevalier n'ait pas du tout été un Andal, je vous explique. Dans le Bief, région actuellement gouvernée par les Tyrell de Haut-Jardin, une légende affirme que le premier chevalier est en réalité un descendant de Garth Mainverte, un héros de légende et grand roi des premiers hommes à Westeros. Selon cette légende, Garth aurait eu un enfant avec une géante, un homme gigantesque nommé Jean le Chêne, qui aurait été le premier chevalier que Westeros ait jamais connu, et aurait donc été le fondateur de la culture de la chevalerie. Bon, peu importe d'où la chevalerie est véritablement apparue, le résultat reste le même, cette culture est particulièrement prégnante désormais à Westeros. Si tout l'univers du Trône de Fer et son lore ça t'intéresse, sache que t'es au bon endroit. Je parle tout le temps de ça, et donc n'oublie pas de t'abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce que c'est qu'un chevalier, comment est-ce qu'on devient un chevalier concrètement? Pour devenir chevalier à Westeros, la voie la plus utilisée est celle de l'écuyer. Les jeunes garçons entrent au service d'un chevalier à l'âge de 6 ou 7 ans et deviennent alors pages. Si le chevalier qu'il sert est satisfait de lui, il devient alors écuyer. Il accompagne alors son maître et obéit aux demandes de son chevalier de tutelle. Ça peut aller de s'occuper de leur campement jusqu'aux tâches ménagères, en passant par l'entretien d'armures et de leurs armes, ou encore aller simplement faire des courses. Un écuyer aidera aussi son maître à retirer son armure ou bien à l'enfiler quand il en a le besoin. En échange de ses services, le maître chevalier va prodiguer un enseignement martial à son écuyer pour faire ses armes et lui permettre un jour d'être à la hauteur de devenir lui-même chevalier. En temps de guerre, un écuyer pourra combattre aux côtés de son maître, tandis que durant les tournois, on en parlera tout à l'heure, un écuyer est chargé d'aider son chevalier lors des joutes.
Alors il n'y a pas d'âge spécifiquement où un écuyer devient chevalier, l'histoire précise cependant quand certains princes et autres jeunes chevaliers ont été adoubés à un très jeune âge. Par exemple, Daemon Targaryen a été adoubé à l'âge de 16 ans, tandis que Daemon Fenoir a lui été adoubé à l'âge de 12 ans. Tywin Lannister, quant à lui, a été adoubé à 18 ans. Car il y a des conditions à remplir pour devenir chevalier, dans l'absolu, il faut avant tout démontrer ses prouesses martiales, aussi bien lors d'un tournoi que lors d'une véritable bataille. Mais ça ne veut pas dire que tous les chevaliers ont obtenu leur titre de façon honorable. On raconte par exemple que certains ont pu acheter leur adoubement par l'argent, des faveurs ou bien des menaces. En tout cas, quand il est décidé qu'un écuyer ou bien qu'un homme d'armes est digne de devenir chevalier, il est alors adoubé. Comme je vous le disais, n'importe quel chevalier peut en adouber un autre. La cérémonie de l'adoubement consiste pour le chevalier à placer son épée sur l'épaule droite de l'aspirant, dire une phrase rituelle puis la placer sur l'épaule gauche, dire une autre phrase rituelle et ainsi de suite. Ces phrases peuvent être très formelles et en appeler aux dieux comme le veut la religion des Sept. Au nom du guerrier, je te demande d'être brave. Au nom du père, je te demande d'être juste. Au nom de la mère, je te charge de défendre le faible et l'innocent. Au nom de la jouvencelle, je te charge de protéger toute femme. Mais elle peut être moins formelle. Jures-tu sous le regard des dieux et des hommes de défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, de protéger toutes les femmes et tous les enfants, d'obéir à tes capitaines, à ton seigneur Lige et à ton roi, de te battre courageusement si besoin et d'accomplir toutes les autres tâches qui t'incomberont, si dures ou humbles ou périlleuses qu'elles puissent être ? Et lorsque la cérémonie est terminée, le nouveau chevalier peut se relever et obtient donc son titre de sœur. Est-ce qu'il y a des devoirs pour les chevaliers de Westeros ? Est-ce qu'il y a un code de conduite spécifique ? Alors les chevaliers de Westeros sont censés obéir à un code chevaleresque, il est attendu d'eux qu'ils soient courageux et justes, qu'ils défendent les innocents, qu'ils défendent les faibles mais aussi les femmes, c'est ça qu'on appelle à Westeros être un véritable chevalier. En pratique, ce code peut tout à fait être dévoyé en fonction du chevalier et de ses orientations plus ou moins respectables, comme on le voit dès le début de Night of the Seven Kingdoms. Est-ce qu'il y a différents types de chevaliers à Westeros ? Sachez qu'il y a plusieurs types, effectivement, de chevaliers dans la grande contrée qu'est Westeros. Les chevaliers errants, en anglais, Hedge Knights, littéralement parce qu'ils sont connus pour dormir dans des haies, pour s'abriter des intempéries. La plupart des seigneurs considèrent les chevaliers errants comme des serviteurs basiques. Les chevaliers errants passent leur vie à voyager de château en château, à offrir leurs services aux seigneurs qui veulent bien les payer. Une fois leur mission accomplie, ils sont renvoyés à leur vie d'errance, les chevaliers errants d'ailleurs ont généralement plutôt mauvaise réputation. Les chevaliers brigands, quant à eux, sont des chevaliers errants qui ont renié leur code d'honneur et utilisent désormais leurs armes pour des activités dehors la loi. Ensuite, il y a les chevaliers de maison, ce sont des chevaliers qui ne possèdent pas de terre mais qui ont été embauchés par des seigneurs, leurs services sont donc requis par leurs seigneurs pour différentes tâches variées, mais aussi et surtout pour partir au combat lorsque la situation l'appelle. Et pour terminer, il y a les chevaliers fiefés, eux possèdent des terres, tout comme un seigneur, mais ils n'ont pas le titre de seigneur pour autant, d'une part, et d'autre part, ils n'ont pas l'autorité judiciaire. Dans tous ces types de chevaliers se distingue le véritable chevalier, comprendre que c'est le chevalier idéal et idéalisé, celui qui maintient toutes les qualités du code d'honneur de la chevalerie. Dans un monde idéal, chaque chevalier devrait aspirer à respecter ces standards de chevalerie. Sachez aussi que les chevaliers les plus compétents de leur époque sont généralement appelés à servir dans la garde royale, ils prêtent alors serment de protéger leur roi et la famille royale au péril de leur propre vie, mais aussi d'obéir à ses ordres et de garder ses secrets. Un garde royal est donc un chevalier dont les exploits ont tant impressionné qu'il se voit proposer l'honneur de servir son monarque directement. A noter que les gardes royaux prêtent un serment à vie et n'ont le droit ni d'avoir de terre, ni d'épouser une femme, ni d'avoir des enfants. Bon, vous savez comme moi que certains se moquent bien de ce serment, mais bon, c'est le principe en tout cas. Sachez que mes abonnés soutiens reçoivent mes vidéos à l'avance. Si les avant-premières et d'autres contenus exclusifs vous intéressent, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des dragons qui soutiennent la chaîne, un grand merci à eux. Bon, on peut évidemment se poser la question de à quoi ça sert un chevalier. En temps de guerre, un seigneur appellera ses chevaliers au combat. Du fait de leur entraînement, aussi bien à cheval qu'à pied, les chevaliers sont une force redoutable qui peut faire basculer le cours de nombreuses batailles. Bien souvent, un seigneur qui part en guerre emmène avec lui des centaines de chevaliers et des milliers d'hommes d'armes. En temps de paix, les chevaliers sont appelés à des missions plus terre-à-terre. C'est en tout cas le cas des chevaliers errants, bien entendu. Il leur est possible également de participer à des tournois de chevalerie qui leur donnent l'occasion de s'opposer les uns aux autres et de déterminer lequel est le meilleur, ce qui contribue à sa renommée et à sa gloire. Les tournois sont généralement organisés par des seigneurs fortunés ou bien directement par la famille royale elle-même pour fêter des occasions heureuses, qu'il s'agisse d'un mariage, d'une naissance ou bien d'un anniversaire par exemple.
Ce genre d'événement permet surtout au seigneur qui l'organise de faire l'étalage de sa richesse et contribuer à sa propre réputation. C'est dans ce contexte que les seigneurs et les chevaliers environnants, parfois même la famille royale elle-même, sont alors invités au tournoi, ce qui génère une activité importante pour le petit peuple qui s'agglutine autour du lieu du tournoi pour profiter du spectacle mais aussi de ses opportunités commerciales. Sur place, c'est l'intendant seigneurial qui fait office de maître des jeux et veille au bon déroulement des inscriptions comme des épreuves. Les tournois peuvent avoir diverses règles ainsi que des épreuves variées. On pense particulièrement aux joutes qui sont des duels montés où chacun des deux participants doit désarçonner son adversaire à l'aide d'une lance de joute. Ces lances sont fabriquées spécifiquement dans le but de se briser à l'impact pour ne pas risquer de blesser voire de tuer les différents concurrents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accident parfois. La joute se poursuit jusqu'à ce qu'un des adversaires tombe à terre ou bien perde son home. Les joutes les plus renommées sont celles qui durent longtemps. On a coutume de compter le nombre de lances brisées pour faire état de ce genre d'exploit. Il peut également y avoir des affrontements à pied qu'on appelle mêlées. Là encore, l'idée n'est pas de tuer, donc les armes utilisées ne sont pas affûtées, on appelle ça des armes mouchetées. Ces mêlées opposent des dizaines de participants dans des batailles souvent chaotiques. La règle est simple, le vainqueur de la mêlée est le dernier compétiteur encore debout à la fin du combat. D'autres épreuves peuvent aussi être proposées lors des tournois, qu'il s'agisse de concours de chant, de lancer de hache ou bien de tir à l'arc. Un tournoi peut se montrer aussi lucratif que dramatique pour un chevalier. En effet, les perdants doivent livrer leur armure et leur monture aux vainqueurs. S'ils veulent les récupérer, ils ont l'obligation de payer une rançon à leur adversaire. Pour les champions, c'est donc une très belle occasion de gagner de l'argent, mais pour les moins heureux au combat, ça peut être une catastrophe, surtout s'ils n'ont pas l'argent pour payer leur rançon. C'est souvent le cas des chevaliers errants, généralement désargentés, qui ne peuvent donc pas se permettre de perdre. C'est le cas de Duncan le Grand au début de la saison 1 de Knights of the Seven Kingdoms. Quoi qu'il en soit, le jeu peut parfois en valoir la chandelle, car un chevalier qui se fait remarquer lors d'un tournoi peut tout à fait être recruté par un seigneur, ce qui mettrait fin à son errance. Il peut arriver lors d'un tournoi qu'un chevalier refuse de donner sa véritable identité au maître des jeux. Il ne porte alors pas ses armoiries habituelles et n'est donc pas reconnaissable, c'est ce qu'on appelle un chevalier mystère. C'est une manière pour ces chevaliers de cacher une faiblesse, le fait qu'ils soient trop jeunes par exemple, ou bien qu'ils soient hors la loi. Le public adore généralement les chevaliers mystères, qui marquent souvent les esprits. Par exemple, le légendaire Sir Barristan Selmy a utilisé cette méthode à 2 reprises, dont une fois lors du tournoi de Havre-Noir, alors qu'il n'avait que 10 ans en 248 après conquête. On peut le voir, le monde de la chevalerie est hautement codifié à Westeros et date de plusieurs siècles avant la conquête, si bien que cette culture s'est largement enracinée dans les us et coutumes de Westeros, qui la respectent tout autant qu'elle la fourvoie par moments. Figure invoquant le respect, le chevalier est tout à la fois un guerrier et une figure idéale. Ça ne signifie pas pour autant que tous les chevaliers sont parfaits, loin de là. Comme à bien des étages de la société de Westeros, il y a aussi des inégalités importantes entre les différents types de chevaliers, dont les chevaliers errants font souvent les frais, comme on le voit bien dans Knights of the Seven Kingdoms. D'ailleurs à ce sujet, je te recommande cette vidéo pour rester dans le thème.